Une attaque au couteau par un individu aux motivations possiblement islamistes a fait 4 morts jeudi à la préfecture de Paris. Une actualité qui rappelle la menace permanente qui pèse sur les Français. Le Sénat français et la Commission européenne ont adopté une batterie de mesures contre l'obsolescence programmée, une volonté politique au moins de façade qui met en lumière la complexité que constituerait un changement des modes de production et de nos modes de consommation. Alors que les montants des transferts atteignent des sommets, la FIFA tente de réguler le marché. L'instance internationale du football va limiter les commissions des agents et les prêts de joueurs, de quoi limiter l'appétit financier de certains acteurs du ballon rond. Madame, monsieur, bonsoir. Une nouvelle attaque au couteau à coloration islamiste. Et cette fois-ci, c'est au cœur de l'administration policière, à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, que le drame a eu lieu. Un employé administratif s'en est pris à plusieurs de ses collègues, faisant 4 morts et 1 blessé. Un nouvel épisode marquant toujours un peu plus l'ensauvagement du pays. Mesdames, Messieurs, ce jour, entre 12h30 et 13h, un homme âgé de 45 ans, adjoint administratif, employé de catégorie C depuis 2003 au sein de la préfecture de police, s'est engagé dans un parcours meurtrier. Une nouvelle attaque sur le sol français à Paris. Jeudi, un individu a investi les locaux de la préfecture de police, s'attaquant à 5 personnes, armé d'un couteau de céramique. Une fois de plus, le bilan humain est lourd, comme l'a immédiatement indiqué le procureur de la République. Nous déplorons le décès de 4 personnes fonctionnaires de 2 directions donc de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de la sécurité de proximité. 3 hommes, 1 femme, 3 fonctionnaires de police et 1 agent administratif donc, ont été tués. Aux 4 victimes s'ajoute le tueur lui-même, éliminé par un policier. Les premiers éléments sur l'identité du tueur ont rapidement fuité. Le ministre de l'Intérieur a néanmoins tenté de jouer le couplet habituel de l'homme sans problème. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Et ce matin, a commis ce parcours meurtrier. Un individu sans problème, mais pourtant 3 minutes plus tard, au même point presse, le procureur ouvrait déjà la voie à une possible piste terroriste. Nous sommes, avec mon collègue procureur national antiterroriste, en évaluation de la situation. Nous sommes en contact permanent et donc nous verrons quelle suite procédurale donner à cette affaire. Une ouverture vers le procureur national antiterroriste qui sera confirmée par les premières fuites concernant le profil de l'individu. Âgé de 45 ans, il était né à Fort-de-France, il était sourd et muet. Autre élément, il se serait récemment converti à l'islam, ce qui a le mérite de le rapprocher de nombreux faits divers récents que l'on ne dénombre plus et que l'on peine parfois à définir comme attentats, mais pour lesquels l'idéologie islamiste vient compléter un profil de déséquilibré mental plus ou moins lourd et le pousse à l'acte ultime. La femme de l'individu, également muette, sourde et musulmane, est interrogée par les forces de police dans le cadre d'une garde à vue. La perquisition chez l'individu aurait par ailleurs, selon certaines sources, établi un profil plus islamique que le laissaient entendre les premières déclarations officielles. La prise en main de l'affaire, au moins dans un premier temps par le procureur Rémi Hetz, permet à l'exécutif de s'assurer une certaine fidélité de l'appareil judiciaire, Rémi Hetz ayant été nommé à la demande d'Emmanuel Macron, rompant de manière flagrante avec le principe décidément bien obsolète de séparation des pouvoirs. Rémi Hetz est par ailleurs souvent pointé du doigt pour les relations incestueuses qu'il entretiendrait avec l'exécutif, comme en a témoigné l'enquête préliminaire qu'il avait ouverte visant Mediapart dans l'affaire Benalla. Au-delà des petites gesticulations politico-judiciaires qui tentent en vain de cacher l'ampleur des menaces et de l'ensauvagement du pays, le constat qui peut être tiré après cette attaque est édifiant. Un individu peut relativement facilement attaquer l'administration policière en son sein et surtout, un membre de cette institution peut être lui-même un tel prédateur. Au-delà du drame, c'est tout le pays qui semble sombrer chaque année un peu plus dans le chaos, un chaos dans lequel les fameux déséquilibrés, les délinquants et les islamistes font la une. L'incapacité à nommer un ennemi et à l'écarter fait aussi partie intégrante du problème. Mais comment contrôler le recrutement des agents et comment éviter certains risques sans atteindre au sacro-saint principe de non-discrimination ? Si la dérive islamiste peut être pointée du doigt, le mal, lui, est bien plus profond.
ce sont tous les édifices institutionnels français, la police notamment, qui sont en déshérence, faute de moyens parfois, de compétences souvent et de vision à long terme toujours. L'absence d'unité et de désir d'avenir en commun dans le pays mène nécessairement au chaos. Le drame de la préfecture n'est pas le premier, mais ce n'est aussi assurément pas le dernier. Il laisse en tout cas une nouvelle fois de nombreuses questions en suspens. Comment la France peut-elle laisser se développer sur son sol une religion qui lui est étrangère et qui est financée par des monarchies sunnites comme l'Arabie Saoudite, dont les liens avec le terrorisme takfiri n'est plus approuvé? Quelles réponses les gouvernants peuvent apporter aux menaces qui pèsent sur la société? Peut-on encore faire confiance à des structures institutionnelles désuètes, probablement en partie infiltrées et très certainement peu désireuses du bien commun? Le drame de la préfecture sera bientôt rangé au rang des nombreux faits divers, mais il rappelle une nouvelle fois la transformation profonde de la société française, une transformation en forme d'ensauvagement face à laquelle les Français du XXIe siècle semblent bien démunis. Sans transition, le Sénat part-il vraiment en guerre contre l'obsolescence programmée? Depuis plusieurs années, associations de consommateurs et citoyens dénoncent cette pratique délictuelle des fabricants. Les récentes mesures adoptées par le Sénat semblent en tout cas tenter de réguler le phénomène. 27 septembre 2019, le Sénat vote une batterie de mesures pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ce phénomène, souvent pointé du doigt, mais difficile à contrôler et qui constitue pour les fabricants de produits, électroménagers par exemple, de réduire volontairement la durée de vie de leurs produits pour pouvoir continuer de vendre à une fréquence plus courte. Phénomène inévitable d'une économie reposant essentiellement sur la consommation et où la production, souvent assurée loin du pays de vente, est devenue paradoxalement presque secondaire pour les enseignes. Parmi les mesures adoptées par la Chambre haute française, on retrouve notamment un indice de durabilité, des mises à jour obligatoires pour les smartphones et tablettes ou même des initiations à la réparation dans les collèges. Un panel de mesures déclinées au sein du projet de loi anti-gaspillage. Des associations comme Halte à l'obsolescence programmée et Zéro Ouest France ont d'ailleurs salué l'initiative. Mais si le texte a été bien perçu, son utilité reste à être démontrée. En effet, l'indice de durabilité serait ainsi prévu seulement pour 2024, quand celui de réparabilité n'apparaîtra qu'en 2022. Le secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, opposé à l'indice de durabilité, était favorable à celui de réparabilité. Et pour cause, le ministre a évoqué à juste titre la complexité d'établir la durabilité, eu égard aux usages parfois très variés des produits. Les députés de la majorité pourraient purement et simplement s'aborder cet aspect du texte. Une divergence qui permet de comprendre l'ampleur du problème de l'obsolescence programmée. Dans une économie où la consommation a supplanté la production en ordre d'importance et où les délocalisations ont déplacé le centre de gravité industriel, difficile d'avoir prise sur la qualité des produits. Il sera d'ailleurs très complexe d'imposer de nouvelles normes à des géants industriels souvent étrangers. Vu l'ampleur du chantier, une réponse continentale semblerait même plus appropriée. Réponse que la Commission européenne semble avoir apportée le 1er octobre en adoptant des règles obligatoires de réparabilité et d'étiquetage. Reste qu'il est difficile d'imaginer l'UE, comme l'État français, rentrer en guerre contre les géants de la consommation, sinon à repenser complètement la production ainsi que nos modes de vie. Pour le professeur en sociologie et militant de gauche radicale Razmig Kecheyan, la solution miracle réside dans l'extension de la garantie à 10 ans. Une mesure extrême qui, selon lui, imposerait une production plus mesurée. Et pour cause, la garantie est très appréciée des consommateurs français. Ainsi, 80% d'entre eux rapportent le produit lorsqu'il tombe en panne pendant la période de garantie. Le taux de réparation des produits hors garantie est, lui, inférieur à 40%. Changer les règles de la garantie pourrait donc être un levier formidable de lutte contre le gaspillage. Les conséquences, elles, ne manqueront pas de bouleverser nos habitudes. La diminution des recettes des fabricants aurait, selon eux, des conséquences néfastes sur les sacro-saints services de recherche et développement. Reste que l'allongement de la garantie favoriserait une activité après-vente, créatrice d'emplois, dans le pays vendeur et pourrait tendre à une forme de relocalisation. Mais une fois encore, un tel changement impliquerait une véritable volonté politique et citoyenne. La FIFA fait mine de prendre les choses en main alors que le monde du football brasse des millions d'euros, notamment lors de la période des transferts. L'instance internationale a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière en limitant les commissions, ce qui tendrait à calmer les ardeurs des agents et de l'entourage des joueurs.
50 millions par-ci, 100 millions par-là et un record de 222 millions d'euros. Depuis plusieurs années, le petit monde professionnel du ballon rond ressemble à une grande salle des marchés où la spéculation est reine. Face à cette flambée, la FIFA, l'instance internationale du football, s'est décidée à encadrer le marché des transferts. Ainsi, mercredi 25 septembre, la plus haute instance du football a approuvé certaines règles destinées à encadrer les transferts de joueurs, en plafonnant à partir de la saison 2020-2021 les commissions des agents et limiter les prêts de joueurs à des clubs étrangers. Car pour l'instant, le cadre réglementaire en vigueur pour les agents produirait des résultats indésirables, le marché étant dicté par la spéculation et non par la solidarité. Et pour cause, les agents chargés de gérer les intérêts des joueurs se taillent une sacrée part du gâteau lors de la vente d'un de leurs petits protégés. C'est ainsi qu'en 2016, l'agent italien Mino Raiola a touché 27 millions d'euros de la Juventus pour le transfert supérieur à 100 millions d'euros de Paul Pogba à Manchester United, soit plus de 25% de commission. Si, en principe, l'agent est là pour prendre les meilleures décisions pour le joueur, dans les faits, il n'en est rien. Les agents qui se trouvent parfois être des membres de la famille des joueurs font des choix en fonction de la prime qu'ils toucheront, ce qui fait grimper la spéculation. De plus, jusque-là plutôt protégés, les joueurs mineurs sont devenus de véritables poules aux œufs d'or. Désormais, tout le monde mise sur les futurs talents et quand bien même ceux-ci n'ont que 15 ou 16 ans. Face à cette inflation des commissions touchées par certains agents et les mises faites sur des enfants, la commission des partenaires de la FIFA a donc décidé de plafonner à 6% la commission d'un agent sur le montant total d'un transfert. Cette commission pourra aller au maximum jusqu'à 10% versé par le club vendeur pour un agent qui a négocié l'accord de transfert avec le club qui engage. Une disposition qui ne devrait pas vraiment plaire à certains acteurs devenus de véritables marionnettistes du marché des transferts. Ceux-ci devraient d'ailleurs trouver des failles juridiques pour continuer de toucher toujours plus de commissions. D'ailleurs, l'association des agents de football a répliqué, affirmant vouloir saisir la justice car il s'agit, selon elle, d'une décision anticoncurrentielle. Autre mesure pour enrayer la mainmise de certains, la limitation à 8 du nombre de joueurs prêtés par un club à des clubs situés dans un autre pays. La FIFA déplorant que de nombreux clubs, notamment ceux issus des plus importants championnats, accumulent les joueurs sous la forme de prêts, afin notamment d'affaiblir la concurrence. Sur le même principe, les clubs qui accumulent des joueurs peuvent faire en sorte de ne pas les prêter dans des clubs qui sont considérés comme une menace dans les compétitions nationales ou internationales. Si les décisions prises par la FIFA semblent adaptées pour réguler un marché explosif, il n'en demeure pas moins qu'en lisant ce rapport, le petit monde du football se révèle surtout être un lieu de petits arrangements entre amis où chacun tente de tirer un maximum de profit. La FIFA, souvent accusée de corruption par les supporters, a d'ailleurs largement profité de ce système depuis de nombreuses années. Et si ses intentions paraissent louables, difficile d'imaginer la fédération internationale révolutionner le monde du ballon rond. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La GPA passe en catimini. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés présents à l'Assemblée nationale ont voté en douce un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA. Cet amendement a été défendu par le député La République En Marche Jean-Louis Touraine, anciennement socialiste, membre du Grand Orient de France et connu pour ses travaux très controversés sur les embryons. Ce vote à main levée dans un hémicycle très peu garni a fait bondir le gouvernement, les Républicains et les militants de la Manif pour tous, l'exécutif ayant promis que la GPA ne s'inviterait pas dans les débats. Face au tollé provoqué, le gouvernement a demandé une seconde délibération. Macron se fait bien voir à Rodez, en déplacement jeudi soir dans la capitale de l'Aveyron pour débattre de la réforme des retraites. Le chef de l'État a tenté de persuader plus de 500 personnes que le système qu'il veut mettre en place sera plus juste et transparent. Mais avant cela, le président a évoqué l'attaque qui a eu lieu quelques heures avant à la préfecture de police de Paris, parlant d'un véritable drame. Il a par ailleurs demandé aux personnes présentes de se lever et d'observer une minute de silence pour les fonctionnaires morts. Une façon d'adoucir les débats qui s'annonçaient houleux.
150 Français pour changer le climat. Ce vendredi, la Convention citoyenne pour le climat, annoncée par Emmanuel Macron, a lancé ses travaux pour 4 mois. 150 Français censés être représentatifs de la société ont été sélectionnés parmi 150 000 personnes tirées au sort par l'institut de sondage Harris Interactive. Au cours de 6 week-ends en tout, jusqu'à fin janvier, ils vont devoir plancher sur le thème « Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 » dans un esprit de justice sociale. Un vaste programme alors même que les dirigeants mondiaux et les scientifiques peinent à se mettre d'accord sur le sujet. Marlène Schiappa, la sorcière du gouvernement. Dans une interview accordée au magazine Elle, le secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme a évoqué sa passion pour la sorcellerie. Précisant qu'elle ne pratiquait pas de rituel, Marlène Schiappa a tout de même expliqué que certaines de ses amies tiraient les cartes et que cette croyance lui donnait confiance. Une passion pour le moins étrange qui lui viendrait selon elle de ses origines corses et qui pourrait expliquer les sorties pour le moins surprenantes de la papesse du féminisme. Ces propos font en tout cas largement écho aux écrits de Philippe Muret qui rapprochait le progressisme à une certaine forme d'occultisme. Le salon Pompadour mis au goût du jour. À l'occasion des Journées du patrimoine, plusieurs internautes ont noté le changement de décor au palais de l'Élysée. Si certains ont crié au photomontage, la pièce a effectivement été rénovée. En lieu et place des fauteuils Louis XV, on trouve donc un immense canapé blanc. La tapisserie a également été changée. Le tableau de la femme au miroir de Miro a été agrandi. Le mobilier national précise toutefois que c'est lui qui s'est porté acquéreur du canapé, qui fait désormais partie des collections nationales. Un changement de décor en forme d'écho au déclin artistique français. Éric Zemmour et RTL, c'est fini. Jeudi, la station de radio a annoncé la fin de sa collaboration avec le journaliste. Cette décision intervient après l'ouverture d'une nouvelle enquête concernant les propos tenus par Éric Zemmour lors de la convention de la droite. RTL a toutefois précisé que dans le cadre de la pluralité des opinions à laquelle la station du groupe M6 est attachée, la porte ne lui était pas fermée en tant qu'invité lors d'émissions. Le parlementarisme selon Bansky fait recette. Jeudi, en plein débat sur le Brexit, une toile du street artiste Bansky, représentant le Parlement britannique peuplé de chimpanzés, a été adjugée 9,9 millions de livres sterling, soit 11,1 millions d'euros. Cette peinture dystopique met en scène des chimpanzés assis sur les banquettes vertes de la Chambre des communes, en lieu et place des députés britanniques. Une certaine représentation du parlementarisme qui, à l'évidence, a plu à l'acquéreur, alors que la toile était estimée entre 1,5 et 2 millions de livres sterling. Le précédent record pour une œuvre de Bansky, dont la véritable identité reste un mystère, était de 1,87 millions de dollars en 2008 à New York. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la manifestation de dimanche contre la PMA. Et ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent de la mort de Chirac, des droites et de l'impeachment contre Donald Trump. Aucun élu important LR y était. Personne. Ouais. Personne. Les gens LR ont déserté de peur d'être associés à Marion Maréchal. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le cordon sanitaire, entre guillemets, qui a été créé autour d'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ensuite de Marine Le Pen, est en train de se refaire autour de Marion Maréchal. Et c'est un vrai problème. La droite ne pourra pas reprendre la tête de ce pays si on fait à chaque fois, on a des anathèmes contre ces personnes-là. Marion Maréchal, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Demain midi, retrouvez le Samedi politique. Élise Blaise reçoit Laurent Oberton pour son dernier ouvrage, le tome 2 de Guérilla. Après l'effondrement de la France, sans eau, sans chauffage ni électricité, l'heure est à la survie. On voit les choses s'effondrer, mais quantité de nos contemporains le voient dans un état de sidération, c'est-à-dire que tout s'effondre autour d'eux, ils ne veulent pas le voir et ils font comme si de rien n'était. On le voit souvent lors des attaques terroristes, quand il se passe quelque chose, on voit des victimes qui, au lieu de fuir, de se défendre, de réagir, eh bien finalement attendent dans un état de stupeur totale parce que leur cerveau ne permet pas à cette réalité-là de s'incarner. C'est assez stupéfiant, mais quand on est comme ça dans un dogme, dans une raison d'être et qu'on y sacrifie jusqu'à sa logique, jusqu'à sa pensée, et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette espèce d'état de renoncement et de passivité assez hallucinant face à la réalité qui nous rattrape à grands pas.
Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré aux perspectives de schisme dans l'Église. Et tout de suite, la France de Campagnol, de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Pour l'instant, on ne sent pas trop les rapides sur le fleuve qui mène au municipal. On peut donc traiter des sujets un peu lents, un peu secondaires en apparence, mais vous allez voir que c'est souvent dans les petites choses qu'on mesure le défaut d'attention des élus à l'égard de la population, leur incapacité à se mettre à la place des gens, leur indifférence à tout ce qui n'est pas eux, leur petit monde, leurs petites affaires, lesquelles ont de moins en moins à voir avec les nôtres. Normalement, la politique au sens local, la politique villageoise, mais après tout l'autre aussi, ça devrait consister principalement à savoir se mettre à la place des autres, des gens, avant de prendre une décision, de lancer des travaux, de placer un monument. Bon. Mais nous sommes entrés visiblement, et depuis longtemps déjà, dans un autre âge de la politique où chacun veut monter sur la plus haute marche, non pour regarder et pour connaître les gens qui l'entourent, pour voir un peu ce qu'ils veulent, mais pour ne surtout pas les voir, pour jouer perso, pour ne jamais leur dire qu'est-ce qu'on fait, pour se soustraire aux critiques et surtout aux suggestions, parce que la hantise de l'élu local, c'est que votre regard soit plus aigu que le sien. Alors pour revenir à Campagnol, un matin, la fontaine cesse de couler, figurez-vous. Il y avait 4 jets d'eau dans un bassin, le bassin coulait lui-même dans un déversoir 3 mètres plus bas, et d'habitude ça fait du bruit, mais là plus rien. Alors vous dites, l'ouvrier communal aura sans doute fait des travaux, mais ça dure quand même depuis 4 jours, et pendant ces 4 jours, vous vous dites aussi, tout de même, il pourrait au moins imprimer une petite explication en 2 lignes, et l'agrafer sur la fontaine, ça serait la moindre des politesses. Tandis que là, ça veut dire à quoi bon vous expliquer pourquoi l'eau ne coule plus, vous n'avez pas besoin de le savoir, ce sont des affaires techniques qui vous dépassent. Alors quand même, au bout de 4 jours, vous chopez, comme on dit, l'ouvrier communal et vous lui dites, bon, dis-moi, comme ça, là, par simple curiosité, la raison du silence de la fontaine, c'est quoi, au juste? Et il vous répond, mais je ne sais pas. Comment? Vous lui dites, tu ne sais pas, c'est toi qui as fermé la vanne, non? Et non, c'est quelqu'un d'autre. Bon, alors vous lui dites, c'est quand même bien toi qui es en charge de ces questions-là, de ces questions d'eau, normalement. Alors depuis 4 jours, que quelqu'un d'autre, comme tu dis, a fermé la vanne, toi tu ne t'es pas renseigné, tu ne t'es pas interrogé pour savoir qui c'était. T'as qu'à demander au maire, me répond cet ouvrier municipal, assez fâché, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas rendre des comptes alors qu'ils sont payés pour ça quand même. Et bien justement, le maire était au bout de la rue, alors je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi la fontaine est-elle muette, on peut savoir? Et il me dit, comment ça, elle est muette? Alors déjà, il ne faut pas être trop imagé avec certaines personnes. Alors j'ai sous-titré, hein. Oui, l'eau ne coule plus. Je lui dis, t'es pas au courant? Ah non. Donc résumons. Voilà un type qui est maire, la fontaine centrale du village ne coule plus depuis 4 jours, et il vous dit, première nouvelle. On peut quand même dire qu'il n'est pas observateur. Donc, sous mes yeux, il dit à l'ouvrier de rouvrir la vanne, qui est une sorte de tige en croix d'1,50 m, et là, rien non plus. Alors je vous passe un peu la suite, c'était Veolia, la compagnie des eaux, qui avait oublié de rouvrir un clapet quelconque, mais l'essentiel est ailleurs. Vous voyez bien que l'essentiel c'est qu'un maire met 4 jours à s'apercevoir que ça ne coule plus à la fontaine. Il révèle donc exactement son degré de proximité par rapport à la vie réelle, comme on dit. Chez nous, il plane. Eh bien l'atterrissage est probablement prévu pour le mois de mars. Abonnez-vous, merci. Michel Blanquer a fait sa rentrée.
Notre bien-aimé ministre de l'Éducation nationale a lui aussi fait sa rentrée avec toutes les réformes sur le feu qu'il nous a concoctées. On imagine bien que la pression ces derniers temps a dû être rude pour lui. La problématique de Jean Michou est simple. Comment réussir à faire croire, pour une année scolaire supplémentaire, qu'on travaille à relever le niveau des Français alors qu'on fait précisément tout le contraire? C'est une discipline à haut risque et qui demande une certaine compétence et un certain doigté. Et là, je dois dire que notre ami Blanquer excelle. Prenons un exemple. Depuis plusieurs années, c'est un secret de Polichinelle, les petits Français deviennent de plus en plus nuls en maths. Alors, comment faire? C'est grave tout de même de ne pas savoir compter. Eh bien, Jean Michou a trouvé un moyen ultra simple et efficace pour régler le problème. On supprime les maths du tronc commun d'enseignement en fin de parcours à partir de la seconde. C'est pratique, non? Puisque les maths sont sortis de l'enseignement, il devient impossible de vérifier au lycée si les élèves ont intégré la différence entre un rectangle et un parallélogramme, si 2/3 sont inférieurs ou supérieurs à 3/4, ou si 2 plus 2 égale 6. Tout ça est simple. Mais comment faire passer la pilule? Et là, tout est dans la magique formule blanquérienne. Nous avons voulu donner plus de choix, d'approfondir davantage et donc hausser le niveau des élèves, explique Jean-Michel Blanquer sur France Info. En clair, ma grand-mère est blonde parce qu'elle met des chaussettes rouges. Vous allez me dire quel est le rapport entre les chaussettes rouges de ma grand-mère et Michou? Eh bien, en fait, aucun rapport. Mais puisque le ministre dit n'importe quoi, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas, moi non plus, n'importe quoi. Malin le Jeannot Michou, non? Bon, maintenant, écartons le débat sur les maths sont massacrées, dont acte. Et regardons maintenant sur d'autres sujets pour voir comment la machine blanquériste fonctionne. Prenons par exemple la filière L. Eh bien, elle a été supprimée au profit du gloubi-boulga des humanités. Les humanités, c'est une très jolie étiquette. L'étiquette du flacon est magnifique. Mais que mettons dans le flacon? Eh bien, en fait, tout ça permet de se dispenser de connaître correctement la littérature française et la philo. Nous parlerons d'humanité. Quant au latin et au grec, n'en parlons même pas. De profundis, requiem et tutti quanti. Cela dit, nous devons être optimistes. En effet, Jean-Michel Blanquer nous a promis une rentrée magnifique. Puisqu'il le dit, il faut le croire. Croix de bois, croix de fer, s'il ment le Blanquer, il ira en enfer. Tiens, curieusement, une odeur de soufre vient d'envahir le studio et je préfère m'éclipser. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.